Bien, bonjour, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour notre troisième cours sur les technologies quantiques émergentes de la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt. Aujourd'hui, lourde tâche, je vais essayer de vous introduire la notion de décohérence, qui représente en fait le défi le plus important que nous avons, nous expérimentateurs, dans le développement des technologies quantiques de seconde génération. Donc pour mémoire, la première semaine, nous avons introduit le premier système modèle qui est le spin-and-me pour encoder des qubits stationnaires. La semaine dernière, nous avons décrit les systèmes, le formalisme qui permet de décrire les qubits volants, la lumière, les ondes acoustiques. Et donc cette semaine, nous nous intéressons à la décohérence, en se rappelant que nous avons défini au tout début de ce cours et de la leçon inaugurale le bit d'information quantique comme étant porté par une superposition quantique, par exemple, de deux états, psi étant dans l'état alpha plus bêta moins, qui est donc la superposition quantique qui a toute la puissance que nous avons illustrée avec des images lors de la leçon inaugurale. Dans notre domaine, on appelle cette superposition quantique une superposition cohérente, qui vous indique là où va se placer en fait notre intérêt dans ces états. Et on appelle aussi cela un état quantique pur. En fait, quand on réfléchit aux cours qu'on a en mécanique quantique, donc on a les premiers cours que nous avons en général en mécanique quantique, on nous apprend toujours les états quantiques purs, parce que c'est la physique la plus facile qu'il soit, et nous allons revenir sur cela. Malheureusement, cette superposition quantique, elle est très fragile, et notamment, elle peut être altérée plus ou moins fortement en couplant le qubit, bien sûr, qui est un système quantique bien contrôlé, isolé, à un environnement qu'on va appeler classique, qui correspond en fait à un environnement de taille macroscopique, où on a un grand nombre de particules, par exemple, qui constituent un environnement magnétique, un environnement électrique, ou un environnement, je dirais, mécanique, constitué de vibrations qui vont toutes interagir avec notre qubit, suivant la physique qui le définit, et fragiliser cette superposition quantique. Donc j'avais déjà fait allusion à ce couplage à l'environnement pour expliquer la décohérence avec cette image du chat Schrödinger qui est fragilisée par ces phénomènes lors de la leçon inaugurale. J'introduis aussi une deuxième notion aujourd'hui qui est importante et qui existe dans la réalité, en pratique, qu'on peut aussi perdre la superposition cohérente simplement en perdant le support de l'information. Donc là, je reprends une petite image que j'avais esquissée au tableau lors de la première semaine pour les qubits de spin que nous avions vus dans le silicium, sur lesquels on pouvait appliquer un champ électrique qui permettait de contrôler la présence ou non de l'électron dans le système qui constitue le qubit, donc une boîte quantique par exemple, ou attaché à un donneur. Et bien en fait, suivant la force du champ électrique qui est présent autour de cet atome, de cet électron par exemple, on peut avoir un effet tunnel de cet électron qui peut sortir de l'endroit où on encode l'information. Et donc on peut simplement perdre le support de l'information. Donc nous allons aborder ces différents types de phénomènes qui vont fragiliser la cohérence. Et donc le plan de notre cours aujourd'hui, je vais d'abord dans une première partie revenir sur ce que ça signifie d'avoir une évolution qu'on dit cohérente, donc un état superposé, comment on le maintient, dans quel régime il persiste, et puis aussi dans quel régime on est capable de le contrôler d'une manière qu'on appelle également cohérente. Ce sera largement en fait un retour sur des notions que nous avons déjà introduites la première semaine et la deuxième semaine, mais mise en contexte de cette notion de cohérence. Nous allons ensuite regarder deux types de phénomènes qui conduisent à la décohérence, donc la perte du support de l'information que je viens d'introduire, et puis le couplage à un environnement classique. Dans les deux cas, je vais essayer de faire des modèles assez simples pour aboutir finalement à un jeu d'équations qui sont des équations majeures de la description des systèmes quantiques qu'on appelle les équations de blocs ou des équations de blocs optiques qui décrivent toute l'évolution d'un qubit, son évolution, je dirais, libre, l'évolution sous contrôle quand on essaye de contrôler avec un champ et également les processus de décohérence. Dans une dernière partie, je commencerai à donner des pistes sur comment réduire ces phénomènes de décohérence. Et puis aujourd'hui, nous recevons le professeur Mete Atatürk de l'Université de Cambridge qui illustrera cela de manière absolument spectaculaire puisqu'il est capable de prendre le contrôle de dizaines de milliers de noyaux dans un cristal et de transformer ce système très incohérent en un système qu'on est capable de contrôler pour encoder l'information quantique. Alors je vais d'abord revenir sur l'évolution cohérente d'un qubit ou le contrôle cohérent d'un qubit. Et donc je reviens sur tout ce qu'on a dit lors du premier cours. On a décrit un qubit donc comme une superposition, alors en prenant le modèle du spin-and-me
d'un spin up et d'un spin down, une superposition alpha plus plus bêta moins. Et on a introduit le vecteur de Bloch comme permettant de décrire cet état quantique simplement en utilisant des coordonnées sphériques θ et φ qui nous permettent de représenter l'état du qubit dans la sphère de Bloch. On a aussi montré que ce vecteur de Bloch, en fait, à un facteur h sur 2 près, c'est en fait la valeur moyenne de l'opérateur spin dans les trois composantes Sx, Sy, Sz sur l'état quantique psi qui nous intéresse. Alors cet état, comme je l'ai écrit ici, on appelle cela un état pur. Et une des caractéristiques des états purs sur la sphère de Bloch, c'est qu'ils ont une norme, le vecteur de Bloch a une norme 1, c'est-à-dire que le vecteur est sur la sphère, il ne rentre pas dans la sphère. Nous verrons ensuite qu'il y a des situations physiques où ce vecteur de Bloch va rentrer dans la sphère. La semaine dernière, nous avons introduit le formalisme de matrice densité, qui est complètement équivalent au formalisme de vecteur de Bloch quand on s'intéresse à un seul qubit, qui est défini quand on a un état pur psi, simplement par cette formule, ket psi bra psi, qui donne en fait une matrice 2,2 dans l'espace, dans la base plus moins ici, et qui correspond ici à ces coefficients alpha, module du alpha carré, module de bêta carré sur la diagonale, et alpha bêta étoile sur les termes hors diagonaux ou le complexe conjugué. Et la semaine dernière, j'avais indiqué que nous appelons les termes alpha carré, qui représentent ici la probabilité de mesurer le système quantique dans l'état plus, comme une population. Et bêta carré, c'est l'autre population qui représente la probabilité de trouver notre spin dans l'état moins. Et puis les termes non diagonaux, pardon, il y a une petite typo ici, les termes non diagonaux, ρ plus moins et ρ moins plus, ici, on les appelle les cohérences. Et dans cet exemple ici d'état quantique pur, où le qubit est en alpha plus plus bêta moins, on voit que ces cohérences ici ont une amplitude, un module, qui est égal strictement à la racine carrée du produit des populations. Et c'est une façon aussi d'identifier un état quantique pur. Nous avons des cohérences dont l'amplitude est égale à la racine carrée du produit des populations seulement quand nous avons un état quantique pur. Et ce que nous allons voir, c'est que quand la décohérence apparaît, on va faire décroître ces termes non diagonaux qui caractérisent la cohérence et la pureté d'un système quantique, d'un état quantique. Alors, on peut passer d'un système, d'une représentation à l'autre simplement. On peut passer, si on a accès au vecteur de Bloch, on peut déduire la matrice densité simplement avec cette équation, que ρ c'est 1, l'identité plus R scalaire sigma, le vecteur de matrice de Pauli sur 2. Et inversement, si on a accès par la mesure aux matrices densité, eh bien on peut directement déduire le vecteur de Bloch. On voit ainsi que la composante selon Z du vecteur de Bloch, par exemple, est déterminée par la différence des populations. La différence de la population entre l'état plus et l'état plus et l'état moins, par exemple, tandis que les deux autres composantes sont liées en fait aux cohérences de la matrice densité. Maintenant, regardons ce que nous appelons l'évolution cohérente d'un qubit. Donc, je reprends mon modèle de spin 1,5, j'applique un champ magnétique selon Z, j'introduis oméga 0, la pulsation de l'Armor, qui est moins gamma B0, et on trouve l'hamiltonien qu'on avait introduit lors du premier cours, qui est h bar oméga 0 sur 2 sigma Z, qui a deux vecteurs propres, donc plus Z et moins Z, de valeur propre plus ou moins h bar oméga 0 sur 2. Alors prenons à l'instant initial un spin dans un état superposé quelconque, et regardons ce qui se passe au cours du temps. Eh bien, on montre en mécanique quantique que c'est vrai pour tout système hamiltonien. Si j'ai un hamiltonien H avec des valeurs propres, des vecteurs propres n et des énergies propres n, eh bien je peux écrire tout état psi comme une combinaison linéaire Cn de ces états n. Et si j'ai cet état-là, par exemple à l'instant t égale 0, eh bien on montre très simplement, en utilisant simplement l'équation de Schrödinger, qu'à un instant ultérieur, eh bien en fait je sais complètement décrire mon état, qui va être Cn exponentielle moins i En sur h bar t. Et donc en fait, l'équation de Schrödinger permet de passer d'un instant donné à un instant ultérieur. Donc si j'applique ça à ce petit problème ici, eh bien j'ai simplement deux termes qui apparaissent, qui vont être les exponentielles moins i oméga 0 sur t et plus i oméga 0 t devant l'état plus et devant l'état moins. Alors, cet état-là, en fait, quel est son vecteur de Bloch ? Eh bien, je peux mettre en facteur exponentielle moins i oméga t en facteur total devant tout. Et je trouve dans ce cas qu'il me reste simplement un terme en cos θ sur 2, exponentielle ei oméga t,
EI phi sinus θ sur 2. Ce qui n'est rien d'autre avec la définition que j'avais donnée avant que ce vecteur de bloc ici où j'ai remplacé phi par phi plus oméga 0t. Et donc dans la représentation de la sphère de bloc, eh bien, cet état va tourner simplement autour de z. On voit ici que cet état tourne autour de z et que à tout instant, en fait, on va avoir la norme du vecteur qui est égale à 1, qui reste sur la sphère. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une évolution cohérente, c'est-à-dire qu'à tout instant, on reste dans un état pur que l'on voit ici. On voit aussi que la population selon z reste inchangée, puisque en fait, la composante selon z reste la même, et c'est seulement la composante en x et en y qui change. Donc c'est juste les cohérences qui évoluent avec une fréquence oméga. On avait vu déjà ce problème-là exactement identique, mais je l'avais décrit du point de vue de la précession de l'Armor la dernière fois. C'est exactement la même histoire, simplement ici, je me positionne dans le système où je définis mes deux états du qubit comme étant les états qui m'intéressent en présence du champ magnétique. On peut reprendre le même problème dans le formalisme de la matrice densité. Ça, on ne l'avait pas encore fait. Je prends la matrice densité de mon état, c'est psi-psi. L'équation de Schrödinger, qui dit que IH bar des psi sur dt égale à psi, me permet de montrer en une ligne de calcul que IH bar d rho sur dt va être égal au commutateur de h et de ρ. C'est très simple, il suffit simplement d'écrire. Je vais dériver. Je dérive ça. Donc ça, c'est simplement, on voit ça comme la dérivée d'un produit. C'est d psi sur dt psi et psi d, je vais y arriver, psi sur dt. Et là, je replace simplement par l'équation de Schrödinger. Alors, qu'est-ce que ça me donne dans le cas qui m'intéresse ici? Eh bien, il suffit en fait d'écrire mon système sous la forme d rho sur dt, IH bar d rho sur dt égale commutateur de h et de ρ. Donc, je vais simplement écrire, je vais écrire h, c'est h bar oméga 0 sur 2, sigma z, c'est-à-dire 1, moins 1, 0, 0. Et on va juste calculer le produit de ça, on va calculer cette matrice, la matrice de H avec celle de ρ. Donc simplement, on va écrire des termes qui sont... Alors je ne veux pas faire le calcul, ce n'est pas très intéressant. Et avec les termes ρ plus plus, ρ plus moins, ρ moins plus et ρ moins moins. Donc on fait le produit de matrice. Comme les produits de matrice ne commutent pas, on va avoir des termes qui restent. Et les termes qui restent, eh bien en fait, on va très rapidement montrer que d rho sur dt avec ces équations-là nous donne 0, d moins moins sur dt égale 0 aussi, et d rho plus moins sur dt va donner moins i oméga 0, ρ plus moins. Ça se calcule très simplement avec ce que j'ai écrit là. Alors qu'est-ce qu'on trouve en résolvant ces équations-là? Eh bien, que les populations sont constantes, c'est exactement ce qu'on avait pensé en regardant la précession du vecteur de bloc sur la sphère, autour de l'axe Z, et que les cohérences vont simplement en fait, évoluer au cours du temps avec une amplitude constante, et c'est simplement une phase qui tourne. Voilà, ça c'est simplement la description de l'évolution d'un qubit. Vous le mettez dans deux états quantiques, si vous le mettez dans un état superposé, eh bien, il va préserver sa cohérence. Et en fait, je vais revenir juste sur ce dessin-là. Il va revenir, en fait, si je suis là à l'instant t égale 0, il va revenir à sa valeur initiale périodiquement avec une période qui est donnée par la fréquence du qubit. Donc on ne perd jamais l'information, elle est toujours là. C'est ce qu'on appelle, et j'ai oublié de commenter sur ça, une évolution hamiltonienne. En fait, un état pur en mécanique quantique reste un état pur tant que le système est régi par un hamiltonien. En fait, on peut introduire en mécanique quantique... Je me mets tout à gauche ici, on peut introduire un opérateur qu'on appelle l'opérateur d'évolution, qui vous dit que si vous connaissez un état quantique à un instant donné t0, eh bien vous pouvez connaître l'état quantique à un instant t en appliquant cet opérateur. Cet opérateur, il est très simplement défini par rapport à l'hamiltonien, c'est un exponentiel moins IH sur H bar t moins t0. Eh bien, cette équation-là, en fait, on montre que cet opérateur, il est unitaire, c'est-à-dire que U croix U, c'est l'identité. Et ça vous dit simplement que vous pouvez avoir, si vous êtes allé à l'instant t, vous pouvez revenir dans le temps en appliquant l'opérateur hermitien, le U+, à l'état
vous pouvez revenir dans le temps. Vous revenir de t à t0 dans le temps en appliquant cet opérateur unitaire. Tout cela vous décrit une situation physique où on contrôle absolument tout, aucune information n'est perdue et tout est réversible. Voilà. Alors évidemment, dans la vraie vie, ça n'existe pas et c'est ce que nous allons voir parce que dans la vraie vie, rien n'est réversible parce qu'il y a toujours des événements imprévus qui vont venir polluer cette évolution parfaite que vous maîtrisez quand vous décrivez cet Hamiltonien. Alors, faisons pour l'instant encore l'hypothèse que tout se passe bien et revenons sur ce que nous avions appelé le contrôle d'un qubit. Donc le contrôle cohérent d'un qubit, on l'a vu à la première leçon, je résume ce que nous avions vu. Je pars un petit peu d'un point de vue un petit peu différent parce que je considère que l'application de mon champ B qui fait que mes deux états de spin ne sont pas à la même énergie et sont à une énergie différente est toujours là et d'une certaine façon définit les états de mon qubit. Voilà. Mes deux états du qubit, c'est l'état moins z et plus z de ce champ magnétique appliqué sur mon spin 1,5. Pour manipuler ce spin, eh bien, on va introduire un champ magnétique qu'on avait vu la première séance, tournant dans le plan, défini ici comme B1 cos oméga t EX plus sinus oméga t EY, qui donne lieu à cet Hamiltonien H bar oméga cos oméga t sigma x plus sinus oméga t sigma y avec une autre fréquence qu'on introduit ici qui est moins gamma B1. Et donc, ce que nous avions vu, c'est que l'hamiltonien total maintenant du système, eh bien, c'est H0 plus H1, celui qui vient du champ magnétique B0 et celui qui vient du champ magnétique B1. Et on avait montré que, exactement comme pour un champ statique, on pouvait décrire facilement l'évolution temporelle du vecteur de bloc en disant que sa dérivée par rapport au temps était donnée simplement par oméga 1 plus oméga 0 vectoriel R. Avec oméga 1 qui est en fait un vecteur de pulsation oméga 1 pointant dans la direction du champ selon Z et oméga t qui varie dans le plan. Alors concrètement, c'était plus compliqué à résoudre, on l'a fait graphiquement pour comprendre comment ça se passait. On a un champ magnétique B0 selon Z, un champ magnétique B1 qui tourne dans le plan, qui redonne un champ résultant qui va précesser autour de Z à une fréquence oméga, et mon petit qubit va avoir son vecteur de bloc qui va osciller au cours du temps autour de ce champ tournant. Donc on a le champ qui tourne et le qubit qui tourne autour de ce champ qui tourne. À tout instant, dans ce formalisme-là, on a toujours que le module de R est égal à 1. Et alors là, c'est très facile à voir, encore avec l'équation dr sur dt égale oméga vectoriel R, parce que si je prends la dérivée du module au carré de R, c'est R dr sur dt, donc c'est R scalaire cette équation qui vaut bien 0. Et donc cette description que nous avions donnée de la manipulation d'un qubit lors de la première séance, ça décrit bien un contrôle du qubit où on maîtrise complètement ce qui se passe, et c'est ce qu'on appelle un contrôle cohérent. Toute la cohérence est préservée, on reste sur la sphère de bloc, on a tout le temps des états purs. Alors, on va passer en formalisme matrice-densité. Le même problème décrit en formalisme matrice-densité va se résoudre exactement comme l'exemple que je vous ai donné avant, en utilisant le fait que la dérivée par rapport au temps de la matrice densité, c'est 1 sur IH, c'est I sur moins I sur H bar, le commutateur de H et de ρ. Donc de la même façon, on peut écrire l'opérateur H. Alors là, il est un petit peu différent, cet opérateur H ici. Donc c'est ce qu'on avait repris dans le formalisme RMN. C'est bien notre opérateur H. On peut l'écrire sa matrice, juste pour que vous visualisez à quoi ça ressemble. C'est simplement sigma z h bar oméga 0 sur 2. Ça me fait h bar oméga 0 sur 2 ici, moins h bar oméga 0 sur 2 là. Et puis je vais avoir du h bar oméga 1 cos oméga t sigma x. Alors sigma x, ça vaut 1 là et moins 1 là, donc ça fait h bar oméga 1 sur 2 avec un moins ici, cos oméga t. Pardon, c'est 1, sigma x. Et puis sigma y, on a moins i sinus oméga t, et ici on va avoir plus i sinus oméga t. Ce qui fait apparaître le terme que vous voyez apparaître dans les équations avec des exponentielles moins i oméga t et plus i oméga t ici. Donc c'est de là que viennent ces facteurs exponentiels qu'on voit apparaître d'un seul coup dans les équations. Et donc on trouve ces équations-là. En bleu, je garde ce qu'on a déjà démontré qui est l'évolution naturelle, l'évolution libre cohérente.
Et j'ai rajouté ces termes qui décrivent notre contrôle de notre système en appliquant un champ magnétique. Alors, pour résoudre cela, on n'aime pas trop avoir des exponentielles dans des équations dérivées. Donc, on fait un changement qu'on avait déjà fait la dernière fois en référentiel tournant. Et je vous montre ici comment ce changement de référentiel, en se plaçant dans le référentiel qui tourne à la pulsation oméga, qui est celle du champ magnétique appliqué, on voit qu'en fait, on garde cette matrice densité dans ce référentiel tournant, a les mêmes termes en diagonale, et simplement fait apparaître des termes en exponentielle i oméga t devant le paramètre ρ plus moins, et moins i oméga t devant le paramètre ρ moins plus. Alors comment l'introduction de ces notations simplifie le problème? Eh bien, on le voit très bien ici. Par exemple, si on prend la première équation, là ici, ρ plus plus point. Alors ρ plus plus point, c'est exactement ρ tilde plus plus point, puisque ρ plus plus est la même dans le référentiel tournant ou non tournant. Et puis ici, ce terme-là, exponentielle moins i oméga t ρ moins plus, eh bien, c'est simplement égal à ρ tilde moins plus. Et donc je fais ici, d'un seul coup, je fais apparaître c'est simplement i oméga 1 sur 2. Et puis j'ai ici, exactement par définition, ça c'est ρ moins plus, tilde, moins ρ plus moins, tilde. Là où ça devient un tout petit peu plus, il y a une ligne de calcul en plus, c'est quand j'essaye de calculer ρ plus moins, la dérivée de ρ plus moins étoile, la dérivée de ρ plus moins, pardon, ρ plus moins, c'est égal, si j'inverse simplement les notations, ρ plus moins, c'est exponentielle e tilde, c'est e moins i oméga t, ρ plus moins. Et là, j'ai écrit évidemment l'inverse. Ce que je voulais écrire, c'est ça. Ρ plus moins, c'est exponentielle moins i oméga t de ρ plus moins tilde. Et donc, quand je dérive ρ plus moins ici, c'est égal à moins i oméga exponentielle moins i oméga t ρ plus moins tilde, plus exponentielle moins i oméga t ρ plus moins tilde à dériver. Et ça, c'est égal, avec l'équation qui a été écrite à droite, moins i oméga 0, ρ plus moins tilde exponentielle moins i oméga t. Où est-ce que je suis? Voilà, plus i oméga 1 sur 2 exponentielle moins i oméga t. Et là, j'ai juste les termes diagonaux qui sont les mêmes dans les deux référentiels tournant ou non tournant. Donc ça veut dire que c'est simplement comme cela. Et là, on voit que tout se passe bien. J'ai tous mes termes en exponentielle i oméga t, e moins i oméga t qui disparaissent. Et c'est pour ça que d'un seul coup, on a une équation qui est un petit peu différente sur les cohérences, qui fait apparaître un moins i delta, ρ plus moins tilde, plus i oméga 1 sur 2, ρ moins moins, moins ρ plus plus, tilde, avec delta qu'on avait introduit, qui est oméga 0 moins oméga. Et qu'on avait dit qu'on tournait en fait avec une pulsation réduite dans le référentiel tournant, en passant dans le référentiel tournant. Donc on retrouve exactement ça avec ces changements de référentiel, et ça nous donne les équations que j'appellerais les équations de bloc cohérentes, qui décrivent l'évolution libre en bleu toujours, et qui décrit maintenant dans un formalisme simple à traiter, dans le référentiel tournant, l'effet de l'application d'un champ magnétique tournant. Voilà. Il n'y a rien de nouveau par rapport au premier cours, on a décrit exactement la même chose, simplement je me suis maintenant placée dans le formalisme matrice-densité. Ce sur quoi on peut quand même commenter, c'est que la variation des populations au cours du temps dépend de la différence, ici, des cohérences. Et inversement, l'évolution des cohérences au cours du temps dépend de la différence des populations que nous avons dans les deux états. Donc on a vraiment un système couplé entre population et cohérence, les cohérences nourrissant le fait d'avoir des populations plus grandes, et inversement, des populations définissant la valeur des cohérences. Je reviens juste sur cette image qu'on avait tracée la dernière fois. Une fois, prenons toujours ce système, mettons-nous à l'instant t égale 0 dans l'état moins, et on avait tracé, en appliquant ce champ magnétique pendant un temps donné, la probabilité de trouver notre système dans l'état plus, dans l'état moins, etc.
Donc ici, c'est la probabilité de trouver le système dans l'état plus qui oscille au cours du temps avec cette formule ici que nous avions dérivée la dernière fois, qui est ici appliquée pour delta égale 0, c'est-à-dire oméga égale oméga 0, c'est-à-dire que la pulsation de mon champ magnétique tournant est égale à la pulsation qui sépare les deux niveaux d'énergie. Qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit la même chose que ce vecteur qui tournait sur la sphère de Bloch. Ça veut dire que périodiquement, ici, je reviens dans l'état du départ. Et je peux me mettre ici le long de la courbe d'oscillation de Rabi à différents états sur la sphère de Bloch. Maintenant, je vais vous montrer une courbe réelle. Je vous prends un exemple, pas tout à fait au hasard, parce que je vous présente ici un exemple à partir d'un système que nous étudions au laboratoire et que Mette Atatürk étudie dans son laboratoire aussi, qui sont les boîtes quantiques semi-conductrices à base des matériaux INAS, GAS. Ce sont des petites nanolentilles ici, qui font 20 nanomètres dans une direction, quelques nanomètres dans l'autre direction, et qui présentent des niveaux d'énergie quantifiés. Alors j'en dirai un petit peu plus la semaine prochaine, parce que ce système, nous l'étudions en détail, notamment pour fabriquer un ordinateur quantique. Mais aujourd'hui, je vous montre un exemple, un contre-exemple, entre guillemets, du fait que ce système ne peut pas être un bon qubit en utilisant le niveau fondamental et le niveau excité, par exemple, de cet état. Je vous montre ici une expérience faite il y a une douzaine d'années de chercheurs qui ont envoyé un laser sur ce système pour réaliser des oscillations de Rabi et qui détectent l'émission de lumière. Donc, dans l'état excité d'un système à deux niveaux, le système peut toujours relaxer en émettant de la lumière. Et donc, ils collectent cette lumière et ils voient ces jolies oscillations, certes, mais largement amorties. Vous voyez que l'amplitude des oscillations décroît très très vite. Elle décroît même en moins de 2 nanosecondes. D'accord? Donc on a vraiment une perte de l'information très très rapide. Ce qui me permet de passer à la deuxième partie de notre leçon, qui est d'expliquer la décohérence. Et donc je vais commencer par la décohérence par perte du système physique. Donc j'ai déjà expliqué que c'était par exemple le cas d'un électron qui était piégé dans un système et qui pouvait sortir par effet tunnel. C'est aussi la situation où, si je prends un système, par exemple un atome avec deux niveaux, un niveau fondamental et un niveau excité, et je décide d'encoder l'information entre ces deux niveaux. Que se passe-t-il par le fait que l'état excité va pouvoir émettre de la lumière? Alors pour cela, je vais prendre un petit modèle où je vais décider, juste pour ce petit modèle, d'encoder l'information sur la présence ou l'absence d'une particule. On va dire que du point de vue de l'information, je vais dire que mon qubit d'information 1, eh bien, c'est exactement mappé sur le nombre de particules. C'est l'état quantique où j'ai une particule. Et que l'état d'information 0, ça va être l'état où j'ai 0 particules dans mon système. Bon, et j'ai utilisé le mot particule et j'arrête tout de suite d'appeler ça une particule. Je vais dire dans la suite un photon. Je vais encoder l'information sur la présence ou l'absence d'un photon. Et pour modéliser les pertes, eh bien, je vais prendre un système qu'on aime beaucoup en optique et qu'en fait les théoriciens utilisent beaucoup pour décrire ces pertes dans les systèmes quantiques. Je vais prendre ce qu'on appelle un cube séparateur, une lame séparatrice. Donc je vais imaginer que j'ai mon état quantique qui comporte un qubit. Ce qubit, donc je définis un qubit, je le définis comme alpha. Alors attendez, je vais regarder les notations que j'ai prises pour la suite, parce que sinon, je l'ai écrit là. Alpha 0 plus bêta 1. Et pour modéliser les pertes que je peux avoir sur ce système, eh bien, j'imagine une lame semi-transparente qui fait que quand mon photon se propage ici, il va traverser la lame, mais il va y avoir une petite partie de l'énergie qui va partir dans une autre direction. Et pour modéliser vraiment une perte, je vais dire que ce qui part dans l'autre direction, je ne vais jamais pouvoir le récupérer avec des miroirs ou je sais quoi. Je vais le détecter. Je vais le détecter, comme ça j'introduis un processus irréversible. Je ne peux plus renverser le temps. J'ai pris le photon, la part du photon qui est introduite là. Alors pour décrire ce système, je vais devoir maintenant en fait, décrire l'ensemble des états quantiques qui arrivent sur ma lame semi-transparente. En fait, cette lame semi-transparente, elle a deux entrées, deux sorties, et c'est seulement si je considère les deux entrées et les deux sorties que je conserve l'énergie. Donc je dois décrire l'ensemble du système. Et je vais avoir deux sorties, C et D. Ce qui fait que mon état à l'entrée du système avec perte, c'est mon qubit
que j'ai mis dans le chemin A qui arrive sur la lame semi-transparente avec le vide dans le chemin B. Maintenant, on va décrire ce que fait, la transformation que fait la lame semi-transparente. L'action de la lame, qu'est-ce que ça va être? Alors, la lame, je l'ai écrit ici, je n'ai pas encore commenté dessus, comme elle va décrire des pertes. Elle va décrire les pertes, en fait, qu'on a en un temps, dans une unité de temps delta t, avec un taux de perte en énergie que je vais appeler gamma, qui va être le taux de perte en énergie par unité de temps. Et je vais introduire un paramètre θ, qui va être delta t sur gamma en racine, vous verrez tout de suite pourquoi, que je vais prendre très petit devant 1. Que fait la lame? Eh bien la lame, si je mets le vide aux deux entrées, bon, bah, pas de mystère, à la sortie, j'aurai du vide aux deux sorties. Pas de photon en C, pas de photon en D. Par contre, si je mets un photon en A, sur le chemin A, et pas de photon sur le chemin B, eh bien on va décrire l'action de la lame comme transmettant essentiellement le photon en C, c'est-à-dire en l'envoyant en C et pas en D, avec une probabilité qui va être en cos carré θ, donc avec une amplitude cos θ, et une probabilité sinus carré θ d'aller dans l'autre chemin, c'est-à-dire de perdre le photon en C et de le retrouver en D. Alors pourquoi c'est cohérent ici? Parce que ici, en fait, ce terme-là, la probabilité de perdre le photon, elle est en sinus de perte, pardon, la probabilité de perte, elle est en sinus carré θ, c'est-à-dire en θ carré, c'est-à-dire en delta t gamma, ce qui est exactement ce que je voulais modéliser. C'est pour ça que j'avais mis un racine carrée avant. Voilà. Alors je fais ça, et maintenant je me dis quel est l'état de sortie de mon système. Quel est l'état de sortie de mon système? Eh bien, mon système en entrée, j'avais alpha 0A 0B. Ça me fait alpha 0C 0D. Et puis maintenant, j'ai bêta 1A 0B qui devient cos θ 1C 0D plus sinus θ 0C 1D. Voilà. Donc on a déjà modifié notre état. Et puis maintenant, eh bien, on va regarder l'effet de la mesure. Ce qui va vraiment rendre tout ce processus irréversible. Je vais détecter le photon quand il arrive en D. Donc quelle est la probabilité qu'il y ait un clic sur mon détecteur en D? Eh bien, la probabilité que j'ai un clic en D, je vais l'appeler probabilité de PD, c'est simplement la probabilité que j'ai un photon en D, si mon détecteur est parfait. Donc c'est un bêta carré sinus carré θ. Et dans ce cas-là, à la sortie de ma lame, en C, j'ai le vide, à coup sûr. Et puis la probabilité de ne pas avoir de clic, je ne sais pas s'il y a un cas en français avec clic, probablement pas. Pas de clic. Eh bien, la probabilité de ne pas avoir de clic, c'est la probabilité d'avoir l'état pas de photon en D. Donc c'est en fait alpha carré plus bêta carré cos carré θ. Mais en fait, ça, c'est simplement 1 moins PD. Parce que c'est la probabilité complémentaire, clic ou pas clic. Et quand j'ai ça, eh bien, en sortie, je vais avoir un autre état que je vais appeler psi1, qui va être en fait simplement cet état-là, qui va être alpha 0C plus bêta cos θ 1C, que je vais proprement normaliser. Voilà. Je vais devoir aller à l'autre bout du tableau. On va essayer quand même de le faire ici. Donc, on en est là. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'on a deux scénarios possibles. Suivant qu'il y a un clic ou pas un clic, on va avoir deux états quantiques différents à la sortie. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. Vous l'aurez sur les slides ensuite. Et maintenant, la question, c'est quelle est la matrice densité de mon système à la sortie? Alors, la matrice densité, je vais quand même revenir dessus ici. Je vais revenir progressivement vers la gauche.
La matrice densité, c'est pour rappel de ce qu'on avait vu jusque-là. Je vous ai donné pour l'instant la définition dans le cas d'un état pur. Je vous ai dit que c'était rho, psi, psi. Je vous ai donné aussi l'exemple de l'expérience des Stern-Garlach, où on avait un état parfaitement mixte. Et je vous avais dit, en fait, on ne connaissait pas le spin des atomes d'argent. Donc on avait une fois sur deux, on estime qu'on avait une fois sur deux un spin qui pointait vers le haut, et une fois sur deux un spin qui pointait vers le bas. D'accord ? Eh bien, en fait, cette chose-là, je peux la généraliser. Dans le cas général, si j'ai n états quantiques possibles, avec des probabilités Pn pour chaque état, je vais pouvoir écrire l'état de mon système comme une somme de matrices densité d'états purs pondérée par la probabilité d'avoir l'état pur en question. D'accord ? C'est comme ça qu'on va pouvoir décrire n'importe quel système quantique quand on ne contrôle pas complètement le système et qu'on n'a pas toujours des états purs. Eh bien, c'est ce que nous allons utiliser ici. Quelle va être ma matrice densité de sortie en sortie du système? Eh bien, ça va être la probabilité PD d'avoir eu un clic, et dans ce cas, je sais que j'ai 0 en sortie, et la probabilité 1 moins PD, et là, je sais en sortie que j'ai l'état psi 1. Voilà. Alors, ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait, vous allez voir, tout se simplifie très bien. Je vais me mettre ici. Ça simplifie parce qu'en fait, quand je vais calculer psi, vous voyez en bas, quand je vais faire psi, je vais en fait, alors je l'ai oublié de commenter sur ça. Ça, ici, là, c'est simplement 1 moins PD, racine de 1 moins PD. Donc du coup, quand je vais faire psi, je vais avoir les 1 moins PD qui vont s'éliminer avec ça. Il va simplement me rester le terme en alpha et bêta, 0C et 1C. Donc finalement, ma matrice densité de sortie, je vais l'écrire là. C'est simplement, donc on a dit bêta carré sinus carré θ, 0C, 0C. Ça c'est PD, 0C, 0C. Et puis simplement, alpha, alors attendez que j'écrive pas de bêtises quand même, alpha 0C plus bêta cos θ 1C, et puis la même chose le bras associé, donc ça me fait alpha étoile 0C plus bêta étale cos θ 1C. Et ça, je peux l'écrire très simplement dans la base 0, 1. Ça me donne une matrice de 2 qui me donne ici donc, les termes en 0, 0. Donc ça me fait un bêta carré sinus carré θ. L'autre terme ici sur la diagonale, ça va être les termes en 1, 1. Donc je vais avoir un module de bêta carré cos carré θ. Excusez-moi, j'oublie les modules de manière un petit peu aléatoire. Et puis après, je vais avoir les termes. Et puis, pardon, j'ai oublié un terme en 0 ici qui est alpha, alpha étoile. Donc j'ai un module de alpha carré en plus dans le premier terme ici. Et puis je vais avoir les termes de cohérence qui sont en 1, 0. Donc ça va me faire ici du bêta étoile, non bêta, alpha étoile, cos θ, et le conjuguer ici. Voilà. Bon, alors ça ne vous dit pas grand-chose pour l'instant, mais regardons ce que ça donne concrètement. Voilà ma matrice densité de sortie. Quelle était ma matrice densité à l'entrée? À l'entrée, j'avais un état pur, donc c'était la matrice densité, module de alpha carré, alpha bêta étoile bêta, bêta carré. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder la variation de ma matrice densité à la traversée de la lame, c'est-à-dire pendant le temps delta t.
Et donc si je fais cette soustraction, si je regarde de comment ma matrice densité a varié, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je vais avoir ici ce terme-là par rapport à la matrice de départ. Donc, je vais avoir un moins alpha carré, c'est-à-dire qu'il va me rester simplement module de bêta carré. Et alors là, maintenant, je vais transformer mon sinus carré θ en θ carré. Je vais commencer à passer à la limite. Ici, j'avais bêta étoile sur la matrice de départ. Maintenant, j'ai ça avec cos θ. Donc déjà, on voit que j'ai réduit l'amplitude du terme non diagonal. Et en fait, je suis passé donc de bêta alpha étoile à bêta alpha étoile cos θ moins 1. Ça me fait un moins cos carré θ moins sinus carré. Je vais dire des bêtises. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup, j'y arrive plus. Cos carré. Cos θ, c'est 2 cos carré θ sur 2 moins 1. Et c'est 1 moins 2 sinus carré θ sur 2. Pas du tout. 2 sinus carré θ sur 2. Ah! Aidez-moi. J'ai fait une erreur de calcul toute bête là. Je fais ça tout le temps. Oui, bah, simplement, je peux écrire le développement limité directement, excusez-moi. Cos θ carré moins 1, ça c'est moins θ carré sur 2, bien sûr, puisque c'est cos θ, c'est 1 moins θ carré sur 2 au développement limité. Le terme conjugué ici, et puis, mais avec un signe, avec le même signe, pardon. Et puis ici, eh bien, j'ai bêta au carré, cos carré θ, moins 1. Donc j'ai moins bêta carré, θ carré. Voilà, ce qui me dit en fait, là je peux faire sortir mon θ carré. Θ carré, qu'est-ce que ça me donne? On a dit que c'était delta t gamma. Et donc vous voyez qu'on arrive à cette équation-là qui vous dit que delta t, la dérivée par rapport au temps, donc j'arrive à une dérivée par rapport au temps de ma matrice d'entité, qui est delta ρ sur delta t, va être donnée par gamma, et puis je vais avoir les termes ici, vous voyez, bêta carré, moins bêta carré sur la diagonale, et alpha bêta étoile bêta de l'autre côté. On reconnaît terme à terme, bêta carré c'était le terme de la population 1,1 sur la matrice densité de départ. Donc ça me donne ces équations qui me dit que la variation ici de la population 0,0 c'est gamma ρ 1,1 et que la variation de la population ρ 1,1 c'est moins gamma ρ 1,1. Donc là ici j'ai deux équations de taux couplées qui me décrivent le déclin de la population à 1 photon vers l'état à 0 photon, avec un temps caractéristique gamma. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qui se passe sur les cohérences ici, eh bien on voit que la cohérence, en fait, elle décroît en moins gamma sur 2. Ça, c'est simplement la cohérence du départ, alpha bêta étoile. Donc c'est d ρ 0,1 sur dt, c'est moins gamma sur 2, ré 0,1. Et puis il reste le terme que je garde toujours en bleu, qui est l'évolution cohérente libre de mon système. Donc là, j'ai introduit dans mes équations, j'ai enlevé les termes de contrôle avec le champ magnétique tournant pour garder simplement l'évolution libre et le déclin par pètre de la cohérence. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que j'ai un déclin de la population de 1 photon en gamma, une croissance de l'état à 0 photon en gamma, parce que quand je passe de 1 photon à 0 photon, bien sûr, je passe d'un état de mon qubit à l'autre. Et puis, je vois que j'ai un déclin des cohérences avec un terme qui est 2 fois plus lent, et que globalement, quand je regarde la forme de mon vecteur de bloc, eh bien en fait, j'ai modifié tous les termes de mon vecteur de bloc et je vais avoir un vecteur de bloc qui va être de plus en plus petit en norme et qui va rentrer dans la sphère de bloc en même temps qu'il précède. Et c'est ça qui décrit le processus de décohérence introduit par perte. Alors, je reprends mon petit exemple. Je vous ai indiqué que dans ce système-là, on excitait le système, c'est le pulse bleu qui excite avec un laser pour faire des oscillations de Rabi. On regarde la présence de notre système dans l'état excité par la présence d'un photon qu'il a émis quand il était dans l'état excité et on voit ces oscillations qui sont amorties en un temps typique de l'ordre de la nanoseconde ou un peu plus. Eh bien, les chercheurs ont également réalisé une expérience où ils mettent à l'instant t égale 0 le système dans l'état excité et ils regardent le temps d'émission de ce photon et ils ont mesuré que le temps d'émission du photon, en fait, dans ce système-là, c'était 640 picosecondes. Et en fait, le déclin que vous voyez là, sur cette courbe ici, c'est simplement 2 fois plus lent, gamma sur 2,
Donc le déclin des oscillations de Rabi sur cette courbe est simplement donné par le déclin de la population. On a un temps de déclin ici qui est de l'ordre de 1,3 nanosecondes et qui vient vraiment du fait que j'ai encodé mon qubit dans deux états et l'un des deux états a un temps de vie très court. Donc on n'encodera jamais de l'information dans des qubits comme ça. Soyons clairs. Je vous introduis comme cela une première règle. On va prendre des qubits, des états qui ont un temps de vie long, parce que le temps de vie de l'état est la première limite, est la limite ultime pendant laquelle vous allez pouvoir garder la cohérence de votre système. Donc je vous donne par exemple, nous allons voir dans 3 semaines les processeurs à base d'atomes, et notamment à base d'ions. Dans les systèmes à base d'ions, nous allons voir il y a toute une zoologie d'ions possibles, avec des ions de calcium, d'iterbium, etc. Mais il y a des structures un peu standards dans ces ions qui sont illustrées par exemple ici. On a un état fondamental qui va être couplé à des états excités de différentes natures. Et les flèches en bleu ici indiquent le fait que ces états sont, il y a écrit en anglais dipole allowed, ça veut dire qu'ils sont très bien couplés à la lumière. Et donc la transition optique entre cet état-là et cet état-là est indiquée ici de l'ordre de quelques nanosecondes. Donc on ne va pas utiliser cet état-là, ces deux états-là pour encoder l'information. Par contre, si on passe à ces états ici avec la flèche rouge, qui sont en fait des transitions qui sont possibles à l'ordre supérieur de l'interaction optique, eh bien on voit en fait on a des temps caractéristiques de ces états qui sont de l'ordre de la seconde. Donc ça, on va pouvoir les prendre, ces états-là, pour encoder l'information, parce que la limite ultime du temps pendant lequel je vais avoir l'information, le système physique pour encoder l'information va être très important. Et donc je vous montre un exemple, par exemple, de cette publication en 1999 d'atomes de calcium dans un piège que nous étudierons dans 3 semaines, où les chercheurs ont montré des temps de cohérence. Depuis, ils ont été largement augmentés, mais déjà à l'époque, ils utilisent cette transition ici que j'avais indiquée en rouge à gauche, et ils ont un système avec des oscillations de Rabi qui durent, elles, sur des échelles de l'ordre de la milliseconde. Voilà. Donc c'est une première règle pour vous montrer comment on choisit, en connaissant les processus de décohérence, comment on va choisir l'encodage de l'information. Passons maintenant à une autre source de décohérence qui va être le couplage à un environnement. Et là, j'ai pris un exemple qui va être un des exemples les plus complexes qu'on va traiter dans ce genre de système et qui sera adressé par le séminaire après. Je reprends toujours cette petite boîte semi-conductrice. On va pouvoir piéger un électron dedans, encoder l'information sur cet électron, mais malheureusement, cet électron, comme il est dans un système artificiel, il est entouré de dizaines de milliers de noyaux. Et ces noyaux peuvent avoir un spin nucléaire qui va interagir avec le spin de l'électron. Et donc cette interaction entre le spin de l'électron et le spin des noyaux va faire que l'électron va ressentir comme un champ magnétique effectif qui vient en fait de la présence des petits moments magnétiques des noyaux. Comment ce type de système se comporte, nous allons le voir, mais je vais d'abord commencer par un exemple plus simple parce que fondamentalement la physique est la même. Ce qui va se passer dans ce couplage avec l'environnement, c'est que nous allons avoir une décohérence qui vient du fait qu'on va intriquer de manière involontaire notre système quantique avec l'environnement. Je reprends un petit système à 2 niveaux, dont on sait, par exemple, mettre à l'état initial dans l'état superposé G plus E. Donc je prends plutôt un système optique ici. Et maintenant, je vais imaginer une interaction qui a lieu indépendamment de ma volonté. J'envoie un photon. Cet atome va quand même être dans un environnement où il traîne des photons, si vous me permettez l'expression. Et ces photons vont interagir avec l'atome de manière élastique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie. Mais si l'atome est dans l'état fondamental G, eh bien, mon photon va rencontrer l'atome et va continuer sa course avec le même vecteur d'onde. Par contre, si l'atome est dans l'état excité, eh bien, mon photon va par exemple changer de direction sans changer d'énergie, mais changer de direction et partir dans l'autre direction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, j'ai mis mon système dans l'état G plus E sur racine de 2, un état quantique pur, décrit par une évolution hamiltonienne, etc. Et indépendamment de ma volonté, mon système se retrouve dans cet état GK, un photon dans l'état K, plus EK', qui est un état intriqué. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une corrélation entre l'état de l'atome et l'état du photon. Que se passe-t-il, moi qui ne contrôle pas ni même l'existence ou la présence de ces photons, quand j'essaye de savoir quelle est la probabilité de trouver mon système dans l'état excité, comme je le faisais tout à l'heure, dans l'état initial, comme je le faisais tout à l'heure. Alors, au cours du temps, ce système-là, je peux toujours le décrire comme cela, c'est-à-dire que si je néglige l'énergie du photon qui est la même en fait pour les deux photons,
eh bien, je vais avoir simplement que l'évolution au cours du temps de ce système-là, c'est l'évolution au cours du temps de l'état G, donc ça évolue avec un terme plus I oméga 0t sur 2, et ça c'est tensoriel l'état du photon, plus exponentielle E moins I oméga t, l'état excité cette fois-ci avec le photon dans l'autre direction, vecteur K'. Alors maintenant, quelle est la probabilité de retrouver mon système dans l'état initial? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai mon système au cours du temps qui est dans cet état que j'ai écrit là. 1 sur racine de 2, je me réécris là, hein, I oméga 0t sur 2, G, K. Quelle va être la probabilité de trouver mon système dans l'état du départ? Psi à t égale 0, c'est G plus E sur racine de 2 que j'ai écrit. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle en général l'état plus. C'est pour ça que j'ai écrit la probabilité d'avoir l'état, de retrouver mon système dans l'état plus au cours du temps. Eh bien, ça va être simplement plus scalaire psi de t en module au carré. Toujours la même histoire. Je prends la projection, le produit scalaire avec l'état sur lequel je veux savoir si dans lequel mon système est, et je prends le module de cet état au carré. Sauf que là, maintenant, dans mon état, j'ai des états photoniques qui traînent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, plus scalaire cet état-là, ça me fait, en fait, ici, je vais avoir un 1 sur racine de 2g, donc là, je vais avoir 1 demi. Ce terme pris à gauche, ça va me faire apparaître 1 demi, E, I, oméga 0t, K. Et puis, si j'applique à gauche psi sur cet état-là, c'est seulement la partie en E, et donc ça va me faire encore 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 1 demi. Exponentielle E, I, oméga 0 sur 2, t, cette fois K'. Et donc, le projeté de cet état, c'est un vecteur, et ma probabilité, c'est la norme de ce vecteur, au carré. Qu'est-ce que c'est que la norme de ce vecteur au carré? Ça va faire 1 quart, plus 1 quart, plus, en fait, le produit scalaire K', exponentielle moins I oméga 0t. Et c'est la partie réelle de ça que je vais trouver. Et j'ai un quart aussi qui existe là. D'où l'équation que j'ai mise ici. Je vais avoir, en fait, que c'est 2 fois la partie réelle. Pardon, c'est 2 fois la partie réelle, puisque je prends le terme et son complexe conjugué. Donc ça me fait 1 demi, 1 plus la partie réelle d'un terme qui oscille à oméga t fois le produit scalaire entre mes deux états. Qu'est-ce qu'on a là? On a que si R égale 1. Si R égale 1, ça veut simplement dire que K égale K'. Et j'ai mes oscillations comme d'habitude, périodiques. Je reviens périodiquement dans mon état avec une pulsation oméga. Autrement dit, l'environnement n'a emporté aucune information. Par contre, si R est plus petit que 1, et même dans le cas extrême où K et K' sont orthogonaux, je n'ai plus d'oscillation. Simplement, j'ai une probabilité 1,5 d'avoir mon état dans l'état plus et 1,5 dans d'autres états. Et ça veut dire qu'en fait, j'ai complètement perdu l'information dans l'environnement. Donc vous voyez, avec cet exemple simple, que d'une part, l'intrication avec l'environnement, c'est quelque chose qui se passe indépendamment de notre volonté. Et à partir du moment où ça a lieu, comme cet environnement, c'est un système qu'on ne maîtrise pas, eh bien, en fait, la décohérence, d'une certaine façon, traduit notre perte d'information dans l'environnement. Voilà, alors ce petit modèle-là a la bonne propriété de capturer l'essentiel de la physique, c'est-à-dire j'intrigue mon système avec l'environnement que je ne maîtrise pas, je perds mon information, j'ai de la décohérence. Si maintenant j'essaye de modéliser ce système un petit peu plus complexe, qui est mon électron dans une boîte quantique, ou dans un système, n'importe quel système à l'état solide, pareil avec les centres NV ou avec les donneurs dans le silicium, qui interagit avec des noyaux qui peuvent avoir un spin nucléaire. Comment je décris ça et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physique? Il se passe que moi j'applique un champ magnétique B0 qui définit mon qubit, qui va précesser si je le mets dans l'état, donc qui définit ma valeur nominale du champ magnétique que j'applique. Et puis mes noyaux vont interagir avec mon électron et donner lieu à un champ magnétique effectif qui va être aléatoire, orienté dans n'importe quelle direction et qui va varier avec le temps. Et donc, par exemple, ça veut dire que quand je suis plutôt à gauche
avec un champ fluctuant qui va m'amener ici vers la gauche de ma distribution de champ effectif appliqué, ben mon qubit va par exemple faire moins qu'une précession pendant une période où il ferait une précession entière avec la fréquence nominale, avec oméga 0. De ce côté-là, je vais aller plus vite. Et donc en moyenne, comme moi je fais forcément un grand nombre de répétitions et que je moyenne mon système sur un grand nombre de mesures, eh bien en fait je vais avoir une moyenne de mon qubit qui a processé trop vite ou trop lentement. Et si je prends la moyenne de tous ces vecteurs de blocs qui devraient être revenus dans mon état X mais qui ne le sont pas forcément, vous voyez que je vais avoir un vecteur qui rentre dans la sphère, en moyenne qui rentre dans la sphère, et donc j'ai perdu de la cohérence. Je ne suis plus dans un état pur. Alors on peut décrire, alors je vous propose un tout petit modèle extrêmement simplifié pour voir ce qui se passe. Je décris mon qubit comme d'habitude, je prends deux états, plus et 0, alors je les ai écrits 0 et 1 cette fois-ci, mais c'est toujours les mêmes, avec la fréquence oméga 0 sur 2, plus ou moins. Et puis je peux décrire mon environnement. Alors je le décris de manière le plus aveugle, sans information possible. Je vais dire que mon environnement, c'est un système avec plein d'états quantiques, epsilon n, d'énergie que je ne connais pas vraiment, qui sont epsilon n. Donc l'hamiltonien s'écrit somme sur n des petites énergies epsilon n et bracket les états propres. Et puis je prends mon environnement dans un état quelconque. À t égale 0, je vais le décrire comme une somme de Cn epsilon n. Et puis maintenant, donc là j'ai mes deux systèmes indépendants. Et puis la question c'est comment je vais modéliser leur interaction. Ben, je prends un hamiltonien très simple pour faire un exemple ici, qui est cet hamiltonien qui décrit quoi? Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit à droite que quand le qubit est dans l'état 1 et que l'environnement est dans l'état epsilon n, eh bien en fait je vais avoir un décalage de l'énergie de mon qubit d'une énergie delta n sur 2. Donc en fait, quand le qubit est dans l'état 1, l'environnement, c'est comme si quand le spin était dans l'état up, en fait, le champ magnétique environnant conduit l'énergie à monter un petit peu. Et quand mon qubit est dans l'état 0, c'est-à-dire le spin pointe vers le bas, le champ magnétique effectif de mon environnement change mon énergie un petit peu dans l'autre sens. C'est exactement l'effet d'un champ magnétique sur les deux états. Donc cet hamiltonien-là décrit simplement le fait que le champ magnétique effectif des noyaux va changer les niveaux d'énergie de mes deux états de spin. Alors, en prenant cet hamiltonien, c'est pour ça que je l'ai choisi, on a la bonne surprise que les états propres sont très faciles, tout est diagonal, c'est-à-dire que l'état, si je prends l'état 0 tensoriel epsilon n, qui est donc l'état de mon qubit et un état de mon environnement, et que j'applique l'hamiltonien total à ça, eh bien c'est l'hamiltonien appliqué à 0, donc ça va me faire un terme en 0, donc ça me fait moins h bar oméga 0 sur 2, 0 epsilon n. Et puis le terme de l'énergie de l'environnement, c'est plus epsilon n. Et puis ensuite, le terme d'interaction baisse le niveau d'énergie de mon qubit dans l'état 0, donc ça me fait un moins delta n sur 2. Pardon. Et donc ça dit simplement que tous ces états-là sont états propres du système. Et exactement de la même façon, tous les états 1 tensoriels epsilon n sont aussi états propres du système. Mais avec des termes qui sont que ici, au lieu d'avoir un moins, j'ai un plus h bar oméga 0 sur 2. L'énergie de l'hamiltonien de l'environnement, c'est le même. Et puis, j'ai changé l'énergie de mon système dans l'autre direction. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de calculer? Je prends mon système. Moi, je mets mon qubit dans l'état 0 plus 1 à t égale 0. Mais malheureusement, il est couplé à l'environnement. Donc, c'est-à-dire que mon système à t égale 0, mon système total, c'est psi tensoriel l'environnement, l'état de l'environnement. Et donc, comment se comporte le système à l'instant ultérieur? Eh bien, en fait, ce qu'on peut regarder, donc cet état-là, c'est quoi? Alors, pardon, les notations, c'est 0 plus 1 sur racine de 2, tensoriel, somme sur n, Cn, epsilon n. Voilà, ça c'est mon système à l'état t égale 0. Que se passe-t-il à l'instant ultérieur? Regardons, composante par composante. 0 epsilon n à t égale 0, qu'est-ce que ça donne à l'instant ultérieur?
bah ça donne exponentielle moins i, alors plus i oméga 0 sur 2t, ça vient de ce terme-là, exponentielle moins i epsilon n sur h bar t, et epsilon n moins delta n sur h bar, i delta n sur h bar t. Voilà, donc je peux, pour chaque composante ici, je peux écrire l'évolution. Et ce qu'on peut montrer, du coup, en écrivant ça un cran de plus, eh bien, je peux calculer, en fait, je peux montrer que mon système, à un instant ultérieur, s'écrit à l'instant t, mon système s'écrit mon qubit dans les états 0, tensoriel un état dans l'environnement, pardon, je vais appeler E0 de t, plus mon qubit dans l'état 1, tensoriel l'environnement dans un autre état sur racine de 2. Et ces états, je vous les ai écrits ici, c'est simplement la somme des composantes individuelles dans ce cas-là sur n, pour 0 epsilon n, ou pour le deuxième état avec les 1 epsilon n. Donc vous voyez que mes deux états E0 et E1 dt, c'est deux états différents de l'environnement, suivant l'état dans lequel est mon qubit. Et donc maintenant, si j'essaye à nouveau de savoir quel est l'état de mon qubit après un temps donné, et quelle est la probabilité de retrouver mon état, l'état que j'avais au départ, eh bien, je vais prendre de la même façon, je vais faire exactement comme tout à l'heure, je vais calculer la probabilité de retrouver mon système dans l'état de départ, ça va être la probabilité de retrouver mon système dans l'état psi de t égale 0. Ça va être comme tout à l'heure le module de psi de t égale 0, scalaire cet état-là, en module au carré. Ça va être plus compliqué que tout à l'heure parce que maintenant, le projeté ici, ça va être un état de l'environnement qui est très complexe. Mais en fait, ça donne exactement la même formule, à quelques facteurs près que tout à l'heure. La probabilité de retrouver mon système, ça va être 1 plus la partie réelle de t, où t, c'est le produit scalaire entre mes deux états de l'environnement. Et exactement comme tout à l'heure, si R de t, si les deux états sont égaux, et en fait on a juste le terme de phase, on va avoir des oscillations qui reviennent toujours à l'état départ, mais sinon, non. Et donc on peut faire un modèle très simple. À partir de là, on peut essayer de dire on va essayer de décrire l'environnement et dire que par exemple les variations d'énergie induites par l'environnement, par les petits champs magnétiques effectifs fluctuants sur mon électron, vont être par exemple données à une distribution lorentzienne des énergies. C'est ce qui se passe en général quand le système varie très vite. Eh bien, on peut montrer en fait dans ce cas-là que ce terme R de t que j'ai introduit, c'est en fait un terme oscillant fois une exponentielle décroissante. Et donc finalement, ma probabilité de trouver mon système dans l'état de départ au cours du temps, ça va être quelque chose qui va osciller comme d'habitude avec un cos oméga t qui revient tout le temps à la position de départ, sauf que cette fois-ci, cette oscillation va être amortie avec un temps qui va être en T2 star. On appelle ça le T2 star, le temps de décohérence. En fait, c'est le parti déphasage pur de notre interaction. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive à des équations où de blocs, je n'ai pas mis le champ encore là, où en bleu, il y a tout ce qu'on a vu depuis le début qui correspond à l'évolution cohérente. En rouge, c'est ce qu'on avait vu ensemble sur les pertes, qui introduisaient une décroissance des populations en moins gamma, plus gamma, et puis une décroissance des cohérences en gamma sur 2. Et puis l'interaction avec l'environnement, ça va simplement, en fait, ici, mon environnement ne change pas la population de mes états, mais simplement, il change la phase de mon système. Et donc, je vais avoir un terme ici sur la cohérence qui va être en 1 sur T2 star. Et donc, je vais décroître encore plus vite que le temps de vie, que la limite de mon temps de vie de mon qubit. Alors, pour les spécialistes dans la salle, je vais faire un commentaire sur le fait que j'ai mon rapport gamma et gamma sur 2 ici, parce que dans mon modèle de perte, j'ai fait basculer, je dis que quand mon système n'est pas dans l'état supérieur du qubit, dans l'état plus, il retourne dans l'état moins. Si j'avais fait un modèle où je perds complètement le qubit, j'aurais eu moins gamma et moins gamma ici. La décohérence serait aussi rapide que la perte en population. Mais cette équation-là correspond à certaines situations physiques, pas à d'autres. Évidemment, il faut adapter le modèle de perte en fonction du système.
Et on arrive à ce qu'on appelle aux équations de bloc avec champ appliqué, qui sont vraiment les équations fondamentales qui permettent de décrire un qubit au cours du temps, où j'ai mis cette fois tous les termes, où j'ai rajouté en vert ici les termes de contrôle en appliquant un champ magnétique tournant. Donc là, vous avez vraiment les équations de bloc qui décrivent un système à deux états avec un champ magnétique appliqué, avec un Hamiltonien qu'on avait vu au premier cours qui était en moins mu scalaire B. Alors j'ai tout fait dans ce cours avec cet Hamiltonien-là parce que c'est beaucoup plus simple. Le champ magnétique appliqué constant, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que le champ électrique qu'on va utiliser dans un laser. Mais finalement, si je cherche à décrire un système d'un système à deux niveaux, un atome avec deux états excités sur lequel je vais utiliser un laser pour l'emmener de l'état fondamental vers l'état excité, eh bien l'hamiltonien ne va pas être fondamentalement différent, ça ne sera pas moins mu scalaire B, ça sera moins D scalaire E. Le champ électromagnétique d'un laser, c'est aussi en fait un champ électrique oscillant, et finalement on arrive exactement aux mêmes équations. D'accord ? Et la physique est exactement la même, simplement les équations de l'optique sont plus compliquées quand on regarde la propagation, parce qu'un champ laser n'est pas simplement un champ magnétique, c'est un champ électrique et magnétique combiné, donc tout est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc nous sommes arrivés au bout de ce que je voulais pour comprendre les phénomènes de décohérence. Et maintenant, on va regarder ensemble que peut-on faire pour réduire cette décohérence. Alors pour ça, je vais boire une seconde. Pour ça, je vais prendre ce petit ah, j'ai mis mes échos. Voilà. Je vais vous parler. En fait, la semaine prochaine, nous aurons un séminaire. Excusez-moi, je reprends mes notes pour oublier que j'ai rien. Voilà. La semaine prochaine, nous aurons un séminaire sur les qubits de supraconducteurs, dans lequel on a bien sûr aussi des processus de décohérence, des états définis, etc. Et donc, je vais prendre 2 secondes ici pour vous expliquer comment sont construits les qubits supraconducteurs. Donc, les qubits supraconducteurs sont des circuits quantiques faits avec des matériaux supraconducteurs. Un matériau supraconducteur à basse température n'offre pas de résistance. C'est la définition d'un supraconducteur. C'est un métal qui conduit le courant sans résistance. Ce qui veut dire que finalement, le système le plus simple que l'on peut faire avec un circuit comme ça, si on réfléchit avec les composants que nous avons à notre disposition dans le monde classique, eh bien, c'est simplement un circuit, comme je l'ai écrit, LC ici. Avec une inductance et une capacitance. Et on a des équations qui sont en fait, I, c'est dQ sur dt, la variation de la charge. Et donc c'est C du sur dt, si je fais simplement les équations vraiment de base, les circuits LC. Et puis de la même façon, on va avoir que U, c'est Li, et que du sur dt, plus que je vais juste pas me tromper, parce qu'après je vais introduire le flux et la charge. Excusez-moi. U, c'est LDI sur dt, évidemment. Excusez-moi. Et donc vous voyez qu'on a ici, entre I, alors il y a des signes, et en plus les conventions de signes dépendent de comment on met les circuits. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est que là, en fait, j'ai 2 variables conjuguées exactement comme on avait vu pour l'oscillateur harmonique pour la position et l'impulsion. D'accord ? Donc c'est vraiment un oscillateur. Et ça vous dit que en mécanique quantique, ce système-là, c'est un oscillateur quantique, comme on avait vu. Un oscillateur harmonique, et donc avec les niveaux d'énergie, comme on les avait calculés, qui sont des niveaux d'énergie équidistants. Donc ça va être en En égale n plus 1,5 h bar oméga. Alors souvent, les hamiltoniens dans ces systèmes-là sont écrits plutôt sur le flux, qui est Li, et sur la charge, qui est Cu. Voilà. Donc en fait, ils n'utilisent pas, les physiciens du quantique n'utilisent pas trop U et I comme variables, mais ils utilisent plutôt la charge et le flux. Donc ce système-là, ce n'est pas un bon système pour faire un qubit, parce que je ne peux pas isoler 2 états. Si je dis ça c'est mon état 0 et ça c'est mon état 1, et que j'allume un champ magnétique pour emmener mon qubit de l'état 0 vers l'état 1, j'ai un problème, parce que dès que j'ai un peu de population dans l'état 1, et que mon champ magnétique est toujours appliqué, je vais l'emmener du coup mon qubit de l'état 1 vers l'état 2, etc., etc. Donc c'est un très mauvais système pour faire un qubit. L'oscillateur harmonique et les états équidistants, c'est absolument ce que l'on ne veut pas.
Je commente quand même sur quelque chose ici, qui est avec les matériaux que l'on a actuellement, la fréquence de ce genre de circuit supraconducteur, c'est de l'ordre du gigahertz. Ce qui fait en fait que l'énergie de fonctionnement, en fait, donc l'énergie H bar oméga 0 qui correspond à ce gigahertz, c'est de l'ordre de 200 millikelvin. Ce qui vous explique pourquoi ces systèmes doivent fonctionner à température très basse, 10, 20 millikelvin, parce que la séparation entre les niveaux d'énergie est très peu, et en fait très faible, de l'ordre de l'équivalent d'une température de 200 millikelvin. Alors comment les chercheurs font des circuits quantiques avec ces systèmes? Eh bien, ils ont introduit ce qu'on appelle une jonction Josephson, c'est-à-dire qu'ils vont introduire quelque part dans leur circuit, vous voyez ici vous avez deux circuits d'aluminium qui est supraconducteur à basse température, mais il y en a un qui est déposé au-dessus de l'autre ici, et à l'interface, là, ils ont introduit un petit oxyde, un petit matériau oxyde. Et on peut montrer que quand on introduit cette petite jonction-là, l'hamiltonien n'est plus celui d'un oscillateur harmonique, mais vous avez un hamiltonien qui va être en termes moins une énergie qui est en cos le flux sur phi0. Et donc ça vous fait des termes au carré. Donc si vous développez votre cosinus, vous avez un terme en phi2 qui vont vous redonner le terme d'oscillateur harmonique, mais des termes en phi4 qui font que le potentiel, au lieu d'un potentiel d'oscillateur harmonique comme écrit ici, vous allez avoir un terme en moins phi4 qui va vous donner quelque chose qui va être anharmonique. D'ailleurs, c'est un terme qu'on utilise pour définir les systèmes quantiques que nous cherchons. Nous cherchons des systèmes anharmoniques pour pouvoir avoir des niveaux d'énergie qui sont différents. Et donc, vous voyez en rouge maintenant que les niveaux d'énergie entre le premier et le deuxième état, entre le deuxième et le troisième, ne sont plus les mêmes. Et donc, maintenant, on peut définir un qubit entre ces deux états-là. Voilà. Alors, maintenant, si on regarde tout ce qui peut mal se passer dans ce système, on est dans des systèmes à l'état solide, comme les boîtes quantiques que je vous ai introduites. Eh bien, le prix Nobel de cette année a montré que ces systèmes se comportaient de manière quantique, avec des superpositions, l'effet tunnel, etc., pour des courants dans les matériaux, dans les circuits supraconducteurs. Mais il y a beaucoup de phénomènes qui vont venir tuer la cohérence, qui sont illustrés sur ce schéma ici. Votre qubit peut émettre un photon. Donc exactement comme je le disais, on peut avoir une émission de lumière et la particule qui supporte l'information qui est perdue. Elle peut émettre un phonon aussi, une vibration. Elle va être couplée à... Bien sûr, le circuit est fait sur on appelle ça un substrat, un support, qui va être fait de divers matériaux dans lesquels vous allez pouvoir avoir des pièges avec des charges qui vont fluctuer. Vous allez avoir dans la jonction Josephson ici, dans le petit oxyde. Les oxydes, c'est des matériaux un petit peu traîtres qui peuvent, suivant comment ils sont faits, créer pas mal de pièges. Et donc, vous pouvez avoir aussi des charges fluctuantes, etc. Vous avez aussi des spins nucléaires, si je reviens. Dans tout le système, vous allez avoir des noyaux dans les matériaux qui vont interagir avec les électrons, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait perdre la superposition quantique. Pardon. Alors, je vous donne des exemples de travaux qui ont permis de montrer une augmentation du temps de cohérence. Vous voyez ici, par exemple, donc une publication qui a 20 ans, où les chercheurs ont regardé, en fait, la fréquence de la transition de leur qubit en fonction d'un courant appliqué sur leur système électronique. Et ce qu'ils ont vu, c'est que quand ils zooment ici, donc on a une dépendance typique de la fréquence qui décroît avec le champ appliqué, bref. Quand ils regardent ici, vous voyez, il y a plein de petits traits. Ce système est très bruité. On voit en fait ce qu'on appelle des anticroisements. Et c'est quand en fait, le qubit arrive à la résonance avec un piège dans la jonction Josephson, rencontre un autre état quantique avec lequel il se couple de manière électronique. Et donc, ce qu'ont montré ces chercheurs, c'est qu'en optimisant la qualité de l'oxyde, en le rendant cristallin, en lui donnant un ordre atomique, ils ont réduit énormément ici la qualité de la jonction et le nombre de pièges dans la jonction et augmenté ainsi le temps de cohérence de leur qubit. Deuxième moment majeur pour augmenter le temps de cohérence dans les qubits supraconducteurs, c'est s'affranchir du temps de perte du qubit, donc l'émission de photons. Et une façon de faire ça, et nous reviendrons, on fera le formalisme sur ce phénomène la semaine prochaine. En fait, l'émission de lumière d'un système, ce n'est pas une propriété intrinsèque du système, c'est une propriété conjointe de votre système et du champ électromagnétique qui l'entoure. Et si vous imaginez par exemple que vous avez un champ électrique qui oscille évidemment, puisque c'est une onde, et que vous mettez votre émetteur à un endroit où le champ est nul, eh bien le couplage au champ va être plus faible. Alors bien sûr, c'est une image très simple, mais c'est le principe de l'idée qu'on peut créer des caisses de résonance, et c'est ce que je vous montre ici,
Ces chercheurs, il y a 14 ans, ont mis leur qubit supraconducteur dans une caisse de résonance, une cavité pour les ondes micro-ondes. Donc c'est aussi un matériau supraconducteur ici pour faire des miroirs très réfléchissants. Et donc vous avez une caisse de résonance avec des fréquences bien précises qui définissent l'énergie à laquelle on peut émettre de la lumière. Et si votre caisse de résonance est à une fréquence différente de la transition de votre qubit, eh bien votre qubit n'a plus possibilité d'émettre son photon parce que l'état du photon à sa fréquence n'existe pas dans la cavité. Et donc ce qu'ont montré les chercheurs, c'est qu'en mettant leur système de qubits dans une cavité comme cela, eh bien, ils pouvaient réduire la vitesse à laquelle le qubit émet de la lumière, ralentir le processus d'émission et gagner, comme cela dans cet article à l'époque, un ordre de grandeur sur la durée de vie, le temps de cohérence de leur qubit. Et donc ils sont passés ici, ils étaient aux alentours d'une microseconde, et ils sont passés ici à une dizaine, voire 20 microsecondes de temps de cohérence en mettant leur qubit dans cette caisse de résonance. Donc c'est une façon de protéger, vraiment au sens propre du terme, on le met dans une cage de lumière pour l'empêcher de voir des modes du champ électromagnétique qui lui permettraient d'émettre de la lumière. Dans cet article de revue, qui a une dizaine d'années maintenant, vous avez ici une cartographie des temps de cohérence sur les qubits supraconducteurs au fil des années. Les premiers qubits qui avaient été démontrés ici avaient des temps de cohérence de l'ordre de la nanoseconde, donc l'ordre de ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les boîtes quantiques semi-conductrices, donc pas franchement intéressant pour encoder l'information. Ensuite, ils ont changé de type de qubit, donc on peut encoder l'information dans différents degrés de liberté, sur la charge, sur le flux, il y a aussi des qubits de phase, etc. Et puis ensuite, vous voyez ici qu'on a des gains en temps de cohérence de près de un ordre, presque 2 ordres de grandeur en améliorant les matériaux. Et puis en passant 3D, ça veut dire je les ai mis dans une cavité qui empêche de créer n'importe quel champ électromagnétique, encore des ordres de grandeur qui ont été gagnés en les mettant dans des cavités. Voilà, donc vous voyez en fait quand même qu'en une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les chercheurs ont augmenté le temps de cohérence de près de plus de 5 ordres de grandeur. Donc vous voyez que c'est vraiment de l'ingénierie des systèmes. Tout ça passe à chaque étape par une compréhension approfondie de ce qui limite. Donc il y a d'abord beaucoup de physique fondamentale pour comprendre les phénomènes qui viennent créer de la décohérence et ensuite trouver des astuces pour l'éliminer ou la réduire. Je veux absolument mentionner également ce qui se passe avec les qubits de donneurs dans le silicium que nous avions vu la première semaine. On avait mis un atome de phosphore dans un cristal de silicium et je vous avais expliqué comment on pouvait encoder l'information sur le qubit de l'électron, le qubit du noyau, etc. Eh bien, il y a quelque chose d'intéressant dans le silicium. Le silicium, c'est une matière roi de la microélectronique, mais on a des isotopes. On a du silicium 28, 29 ou 30, avec des nombres de protons et de neutrons, de protons différents, et donc de neutrons différents. Et donc, en fait, suivant l'isotope que vous avez votre noyau qui a un spin ou pas. Soit le spin nucléaire total est nul, et dans ce cas, l'interaction avec le spin des noyaux dont je vous ai parlé juste avant n'existe pas. Soit vous avez, avec l'isotope 29 par exemple, un spin 1,5 qui va d'un seul coup créer un couplage entre le spin de l'électron et le spin du noyau. Et là, quelque chose de quand même très très joli aussi, en termes de recherche fondamentale, il y a la rencontre de ce monde qui cherche à développer des qubits de spin de plus en plus précis et un autre monde qui est le monde de la métrologie qui essaye de définir la constante d'Avogadro qui vous dit combien vous avez d'entités dans une mole de quelque chose, de molécules, d'atomes ou quoi que ce soit, avec une précision de plus en plus grande. Et donc dans le projet qu'on appelle le projet Avogadro, il y a tout un travail qui a été fait pour purifier le silicium. Parce que comment compter alors ça peut être par une mesure de masse par exemple, comment compter le nombre d'atomes que j'ai dans un système si ces atomes ont parfois un nucléon de plus. Ça crée une incertitude dans ma mesure de mon nombre de particules si j'ai par exemple défini un standard de masse, etc. Et donc il y a eu tout un projet de recherche de matériaux qui a travaillé pour faire des siliciums avec des isotopes purs, 100% d'un type d'isotope ou d'autre. Et donc il y a dans cette étude l'idée, donc bien sûr comme je le disais, si on a un spin ennemi, on va avoir une interaction avec les spins nucléaires. Et donc dans le cadre de ce projet Avogadro, il y a des chercheurs qui s'intéressent à la cohérence de spin dans le silicium, qui ont récupéré ces techniques d'élaboration du silicium pour tester la cohérence de leur spin électronique dans un silicium qui va contenir plus ou moins d'isotopes avec un spin nucléaire ou pas. Et donc on part de pratiquement 0,08% d'isotopes à 100% d'isotopes, c'est-à-dire qu'ici vous n'avez que
des atomes avec un spin nucléaire de 1,5. Et ici, vous voyez, en fait, alors c'est une mesure du temps de cohérence avec des techniques que je vais décrire juste après, qu'on appelle des techniques d'écho de spin, que je vais vous expliquer juste après, mais qui vous montrent qu'en passant d'un système où on a essentiellement que des spins nucléaires avec un spin non nul à un système où on n'a pratiquement que des spins nucléaires sans spin, on a ici 3 ordres de grandeur gagnés sur le temps de cohérence. Et donc, encore une fois, recherche matériaux pour augmenter le temps de cohérence de spin des qubits de silicium que je vous ai présentés il y a 2 semaines. Pour terminer, je veux revenir sur cette image que je vous ai donnée du champ magnétique fluctuant qui fait que quand mon spin fait une précession, en fait, il fait soit moins ou plus que la précession nominalement prévue. Ce que je vous ai décrit, la physique que je vous ai décrite avec les équations que je vous ai décrites, ça correspond en fait au temps où les fluctuations caractéristiques, le temps caractéristique des fluctuations est beaucoup plus court que le temps de vie de mon système. Et c'est ce qu'on appelle le déphasage pur. On ne peut pas faire grand-chose parce que mon système, en fait, le bruit va varier beaucoup plus vite que le temps que j'étudie mon système. Par contre, si le temps des fluctuations est beaucoup plus lent, eh bien, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une mesure avec mon système, je vais avoir une instance différente du champ magnétique et que moi, je vais mesurer des moyennes. Donc, c'est ce qu'on appelle un bruit inhomogène. Et on va avoir des techniques de mitigation qui sont très différentes. Donc, en fait, ce bruit inhomogène qui fait qu'à chaque fois que je fais une mesure, en fait, à chaque fois que je fais une mesure, j'ai un résultat différent, eh bien, je vais pouvoir le corriger avec des techniques qu'on appelle des techniques d'écho de spin. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Donc, c'est toujours avec les boîtes quantiques semi-conductrices, INAS, GAS. Et mon électron, dans ce système, alors là, pour le coup, ce n'est pas un électron, c'est un trou, mais ça ne vous intéresse pas, c'est une subtilité pour nous, se couple au spin des noyaux, qui sont des noyaux de gallium, d'indium et d'arsenic. Et donc, je vous montre ici une courbe où on va avoir la projection du spin selon Z. À t égale 0, on sait que mon spin est selon Z. J'ai mis un champ magnétique selon le plan Y, et mon spin précède, et je mesure s'il est selon Z au fil du temps. Et je vois donc ces oscillations qui sont amorties avec un temps de cohérence de l'ordre de 20 nanosecondes. Que se passe-t-il ? Il se passe que, alors là, je regarde la sphère de bloc, je regarde le plan XZ de la sphère de bloc. À t égale 0, je suis selon Z, mon champ magnétique est selon Y, et donc mon spin précède dans le plan XZ ici, comme j'ai indiqué là. Les fluctuations d'une fois sur l'autre, quand je fais la mesure de mon champ magnétique effectif nucléaire, fait que de temps en temps, ça va précéder plus vite ou moins vite. Et c'est ce qu'on va donner ici. On va avoir une mesure selon Z. Donc la probabilité de trouver mon système dans l'état Z va décroître au cours du temps avec, comme je le disais, quelques dizaines de nanosecondes. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on peut mettre en cours de l'évolution, on peut mettre une impulsion qui va faire une opération sur le spin, qui va le faire tourner selon l'axe Z. Et donc s'il était ici, là, il faut imaginer qu'il fait un axe perpendiculaire à l'écran qui revient dans l'autre sens. Donc je fais une impulsion pi, je l'emmène de l'autre côté. Ce qui fait que d'une certaine façon, les instances où on était en retard, on va se retrouver en avance dans la rotation ici qui est indiquée par la flèche verte. Et quand j'étais en avance, je deviens en retard. Et donc quand je regarde un instant 2 fois après le moment où j'ai mis cette impulsion qui tourne le système, je retrouve que toutes mes instances sont resynchronisées. J'ai d'une certaine façon effacé le désordre, l'inhomogénéité des champs magnétiques appliqués. Et quand on refait la même expérience que je vous ai montrée, mais donc on rajoute ce pulse entre mes 2 pulses qui initialisent le spin et qui le lisent, eh bien vous voyez que j'ai gagné ici un facteur 2, 3, 5 sur le temps de cohérence. Et puis on peut faire ça plusieurs fois, on peut mettre plusieurs pulses, et on va augmenter comme cela, progressivement, on va effacer ces processus inhomogènes, simplement en passant notre temps à retourner le spin pour qu'on moyenne sur les effets de variation inhomogène de nos spins nucléaire. Voilà. Vous allez apprendre, nous allons voir dans le séminaire des techniques beaucoup plus avancées que cela qui permettent de gagner un contrôle extrême sur ces spins nucléaires et qui permettent même de commencer, nous permettent aujourd'hui d'envisager les utiliser comme des qubits eux-mêmes. Et donc on arrive à la fin de cette leçon, 3e leçon, et je suis maintenant en mesure de vous présenter ce que nous appelons les critères de Di Vincenzo, qui sont des critères qui ont été définis par le professeur David Di Vincenzo il y a 25 ans pour définir ce qu'il nous faut pour fabriquer un ordinateur quantique. Et donc il est venu avec 5 critères pour faire un ordinateur et 2 pour l'intégrer dans des réseaux. Et donc ces critères sont les suivants.
Pour faire un ordinateur quantique, un processeur de calcul quantique, il me faut un système, alors évolutif, c'est ce que j'ai trouvé mieux pour parler de scalable. En français, on n'a pas beaucoup de termes équivalents pour dire qu'on veut passer à l'échelle et être capable d'en fabriquer un grand nombre. Donc un système physique évolutif que je peux fabriquer en grand nombre, de qubits bien caractérisés. Ça veut dire que je sais mon système, je le connais parfaitement, etc. Une capacité de mesure du qubit, donc ça c'est ce que nous avons vu, hein, comment on fait pour mesurer l'état d'un spin. Ça, par exemple, c'était le Sternegger Lab, on a vu d'autres exemples avec les qubits de spin dans le silicium. Notre capacité à initialiser les qubits, c'est ce que nous avons vu, ça s'appelle le contrôle cohérent. Ah pardon, excusez-moi. Non, initialiser, c'est le mettre dans un état quantique donné, soit 0, soit 1. Excusez-moi. Un temps de décohérence, un très lent ton. Excusez-moi, cette phrase est toujours perturbante. On veut une cohérence très inefficace. Donc on veut des longs temps de cohérence et des longs temps de décohérence. C'est-à-dire qu'on veut garder l'information quantique le plus long possible. Donc la décohérence soit la plus faible possible. Donc ça, c'est ce que je vous ai décrit tout aujourd'hui, le fait qu'on veut garder la cohérence le plus longtemps possible. Et puis enfin, le dernier critère, c'est ce qu'on appelle d'avoir un ensemble universel de portes quantiques. Alors, un ensemble universel de portes quantiques, ça veut dire notre capacité de mettre notre qubit, qui était au départ dans l'état 0, dans n'importe quel état de la sphère de bloc. Ça, c'est une porte logique à 1 qubit. Et ensuite, des portes logiques à plusieurs qubits. Il ne suffit pas d'avoir des portes logiques à 1 qubit, il faut des portes logiques à plusieurs qubits, notamment pour intriquer les états de qubits les uns avec les autres. Et donc, par exemple, je vais prendre une illustration juste après, vous verrez. Et puis, deux derniers critères qui sont pour interconnecter les ordinateurs quantiques. Et autant il y a 25 ans, en fait, cette interconnexion, je pense, positionnait ce critère plutôt dans une vision de réseau quantique, etc. Autant aujourd'hui, on est maintenant arrivé à la certitude, globalement, dans toute plateforme confondue, qu'il sera impossible de faire un ordinateur quantique de manière compacte sur une seule plateforme physique et qu'il faudra faire plusieurs petits processeurs qu'il faudra mettre en réseau au sens intriqué les uns avec les autres pour augmenter les puissances de calcul. Et donc il faut convertir le qubit stationnaire en qubit volant pour être capable de transporter l'information d'un processeur vers un autre. Ça sera l'objet de notre dernière séance, notre dernière leçon cette année. Et puis la capacité à transmettre fidèlement, donc là c'est convertir simplement, donc par exemple convertir un qubit supraconducteur en un qubit photonique, tout un programme, mais également capacité à transmettre fidèlement les qubits volants entre deux emplacements spécifiés, ce qui pose des contraintes très fortes sur les qubits volants. Bien sûr, ces qubits volants ne doivent pas eux-mêmes subir de décohérence. Et pour terminer, puisque je pense que vous suivez l'actualité, puisque vous êtes ici présent sur les technologies quantiques, je souhaite vous donner une espèce de grille de lecture un petit peu critique, critique au sens positif du terme, hein, avoir un regard un peu critique sur les termes qui sont divulgués dans les publications, souvent de vulgarisation, mais même des fois dans les publications scientifiques, sur comment ces différents critères sont, d'une certaine façon, transformés en métriques sur lesquelles les sociétés et les groupes de recherche communiquent. Donc le premier critère, ça va être le nombre de qubits. Évidemment, il nous faudra un grand nombre de qubits. Je vous montre par exemple ici, je ne sais pas les compter, il y en a plusieurs dizaines, des ions piégés dans un processeur à ions quantiques dans le groupe de professeur Rainer Blatt à Innsbruck, en Autriche. C'est très important le nombre de nombres quantiques, le nombre de qubits. Mais il y a quelque chose de très important, c'est le nombre de qubits qu'on est capable de manipuler et le nombre de qubits avec lesquels on est capable de faire un calcul. Ce nombre, en général, n'est pas égal. Je dois même rajouter une case dans cette notion de nombre de qubits. Il y a des plateformes où la fabrication d'un grand nombre de qubits est un enjeu technologique en lui-même. Et communiquer sur la fabrication de 1 million de qubits sur une puce, c'est une communication sur une performance technologique. Ça ne veut bien sûr pas dire à l'heure d'aujourd'hui qu'on est capable de manipuler 1 million de qubits pour faire un ordinateur. Donc il faut bien faire la distinction entre la capacité de créer, de manipuler et de faire un calcul sur le nombre de qubits. Et ce nombre de qubits est donc vraiment quelque chose de... Il faut regarder de près de quel nombre de qubits on parle. Le deuxième critère, c'est sur les portes logiques. Donc j'ai dit qu'il fallait des portes à 1 qubit. C'est la fidélité. Alors plutôt, on va regarder les erreurs qu'on a sur les portes à 1 qubit. Alors les portes à 1 qubit, c'est typiquement votre capacité à emmener votre qubit, par exemple, de l'état X à l'état Y, plus X ou plus Y. Quelle est la capacité, avec quelle fidélité vous faites ça? Ça, c'est typiquement comment vous allez d'un point à l'autre sur la sphère de bloc et avec quelle fidélité, quelle précision vous allez d'un point à l'autre de la sphère de bloc. Les portes à plusieurs qubits, ça va être des portes qui vont prendre 2 qubits en entrée, par exemple, et qui à la sortie vont les mettre dans un état intriqué. Et donc,
Je vous ai mis un exemple ici de matrice densité de portes logiques que nous verrons avec des photons, mais qui vous reconnaissez des portes, des opérations qui vont vous donner des états intriqués. Et donc ça va être la fidélité de ces portes et la fidélité par rapport à l'état intriqué que l'on souhaite avoir. Et puis, bien sûr, il va y avoir des communications sur le temps de cohérence. Un temps de cohérence en soi, c'est très important. Un temps de cohérence long, c'est très important. Mais la seule chose qui compte en réalité, c'est le temps de cohérence divisé par le temps que cela prend de manipuler le qubit et de le lire. En gros, de jouer avec votre qubit. Si vous avez un temps de cohérence très long, mais que c'est aussi très très lent de manipuler votre qubit et très très long de le lire, finalement, vous n'êtes pas dans un meilleur scénario qu'avec un temps de cohérence court, mais une technologie très rapide pour le manipuler et pour le lire. Donc c'est vraiment le ratio qui compte. Donc ça, c'est typiquement les métriques qui rentrent dans le cadre de la physique fondamentale, comprendre ce qui se passe dans nos systèmes, etc. Et puis après, il y a des critères qui sont de l'ordre plutôt technologique. J'introduis ici par exemple la notion de parallélisme. Là, j'ai pris une image de la puce Sycomore qui a été publiée en 2019, qui a permis à Google de faire une première revendication d'avoir un calcul quantique plus efficace qu'un calcul classique. Et quelle est la capacité? Donc, je ne sais plus si c'est les bleus ou le vert. Je crois que c'est les bleus, les qubits, et les verts, c'est ce qui permet de faire des connexions entre qubits. Est-ce que je suis capable de faire une opération là en même temps que j'en fais une de l'autre côté de la puce, sans qu'il y ait des croisements de signaux qui fait qu'en fait la fidélité aux deux endroits est dégradée? Si vous êtes capable de faire ça, bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant que si vous devez faire de manière séquentielle un qubit après l'autre, parce que dans ce cas, ça prend beaucoup de temps. Il y a ce qu'on appelle la connectivité. Pour faire des portes logiques, pour intriquer des qubits, ça va être vraiment notre sujet à partir de la semaine prochaine. Maintenant, je vous ai décrit plein de systèmes de qubits. On va maintenant les prendre et on va essayer de fabriquer des plateformes avec. On va vouloir intriquer, faire des portes logiques entre deux qubits. Est-ce que je suis capable de prendre n'importe quel qubit dans mon système et de les intriquer 2 à 2? Ou est-ce que je peux simplement intriquer avec les proches voisins? Ou même encore pire, le long d'une chaîne. Tout ça, ça a un impact sur le calcul, parce que si je suis capable simplement de faire des portes entre proches voisins, et si j'ai besoin d'intriquer ce qubit-là et ce qubit-là, ça me fait 4, 5, 6 opérations à la place d'une. Et ça a un impact direct sur le temps de cohérence. Vous voyez, il y a tous les problèmes d'architecture qui viennent avec ce genre de capacité. Et la dernière métrique que je voudrais introduire, et souvent c'est une métrique dont on ne parle pas beaucoup, qui est liée à ces histoires de temps de cohérence, temps de manipulation, mais de manière un peu plus globale. J'appelle ça la fréquence d'horloge du processeur. Qu'est-ce que c'est qu'un calcul quantique? Un calcul quantique, c'est de prendre un système avec n qubits, les préparer, faire des opérations quantiques dessus, mesurer les états des qubits. Et là, vous n'avez certainement pas fini votre calcul, parce que vous avez fait une instance de cette procédure, et vous savez qu'en mécanique quantique, quand vous faites la mesure d'un système, vous avez une chance sur 2 d'avoir le chat mort, une chance sur 2 le chat vivant. Et donc c'est seulement en faisant des grandes moyennes statistiques que vous obtenez une information. Donc en fait, vous avez une réponse donnée par votre processeur quantique seulement quand vous répétez un shot, je dirais, une période de calcul, un grand nombre de fois pour avoir à la fin une mesure très précise. Et donc en fait, la fréquence d'horloge que j'indique ici, qui correspond finalement au temps que ça prend de faire une étape entière, initialiser, calculer, mesurer, enfin faire des opérations et calculer, eh bien, le temps du calcul effectif, ça va être un grand nombre de fois ce temps d'horloge. Et donc évidemment, la vitesse à laquelle vous êtes capable de faire toute cette étape est essentielle. Et donc plus votre horloge va à une fréquence élevée, plus vous allez pouvoir faire des calculs à grande échelle. Et donc c'est une métrique aussi très importante qui va commencer à poser des questions pratiques dans les systèmes que nous développons aujourd'hui. Voilà, eh bien, je crois que je suis arrivée au bout et je vous remercie pour votre attention.